Le lac assassiné par Laurent Chabin, Christine Delezaine. Le lac assassiné. Au Cap, aux Esturgeons, à la Tristramelle sacrée. Encore quelques minutes et je serai morte. Autour de moi, le monde s'est retiré. Très loin, il s'est réduit à une croûte desséchée, calcinée, souillée de taches vaguement luisantes. Des taches qui rebutent même les pires insectes. Des carcasses plus loin, sur ce qui était autrefois le rivage. Carcasses d'animaux, des chevaux, des vaches, mais aussi de machines, de pontons, de bateaux, de vieux frigos rouillés. D'autres déchets également, de nature incertaine, emmaillotés dans des sortes de cocons, végétaux peut-être, ou humains, je ne suis pas capable de les identifier. Et l'odeur, par-dessus tout ça, atroce, à vomir. Je suis là, à demi asphyxiée, allongée sur le flanc, dans cette flaque puante et brunâtre, perdue au milieu de nulle part. Cette flaque où je n'en finis plus d'agoniser. Seule, je suis la dernière. C'était pourtant si joli avant. Je me souviens, j'étais jeune. Les eaux du lac étaient douces, parfois aussi bleues que le ciel, parfois d'un gris moutonneux et reposant, quand la pluie venait rafraîchir la vallée. On voyait les montagnes au loin, blanches comme une rangée de dents. C'est de là que nous arrivaient, de temps en temps, les nuages. Ils apportaient la vie avec eux. Sur la rive, quelques arbres chargés de fleurs au printemps, de fruits en été et à l'automne, des oiseaux, des jardins et les petites maisons des pêcheurs. Les pêcheurs. Nous n'étions pas amis, bien sûr, il ne faut pas rêver, mais ils étaient peu nombreux. Et puis, nous autres, nous ne nous conduisions pas autrement, je dois l'avouer. Il faut bien que tout le monde mange. C'est une longue histoire. Nous avions chacun notre domaine. Eux le haut, nous le bas. Leurs canots sillonnaient lentement la surface du lac. Nous glissions en silence sur le fond, presque invisible. Quelquefois, ils lançaient leurs filets. Ils ramenaient alors les imprudents qui nageaient trop en hauteur. Ou bien, ils pêchaient à la ligne. Nous avions beau le savoir, les plus voraces d'entre nous se laissaient souvent prendre. Nous, poissons de fond, nous vivions surtout dans les eaux troubles, où nous nous confondions avec la vase. Nous nous y nourrissions de débris végétaux et d'écrevisses, ou parfois même des œufs des autres. Oui, c'est vrai. Quand un pêcheur attrapait l'un de nous, nous ne nous étonnions pas. Ça faisait partie du système. Nous nous connaissions bien. Il en avait toujours été ainsi, de mémoire de carpe. Et puis, avec le temps, ils sont devenus plus nombreux. Les pêcheurs, je veux dire. Enfin, oui et non. Pas le même genre de pêcheurs, en tout cas. Pas ceux auxquels nous étions habitués. Des gens venus d'ailleurs, plus colorés, plus chahuteurs. Ils arrivaient en bande bruyante, surtout pendant la saison chaude. Alors la pêche battait son plein. Les bateaux étaient encore plus nombreux, plus gros également. Leurs occupants aussi étaient plus gros et agités. On avait l'impression qu'ils ne se reposaient jamais. Ces pêcheurs-là chantaient, buvaient, beuglaient. Ils lançaient leurs lignes n'importe où, n'importe comment. Souvent, ils rejetaient leur prise à l'eau après l'avoir exhibée. Les poissons blessés, la bouche ensanglantée, souvent des jeunes, regagnaient le fond pour soigner leurs blessures. Mais la peur ne les rendait pas plus prudents. Nous ne comprenions pas pourquoi ces gens agissaient de cette façon. Pourquoi nous estropier ainsi sans vouloir nous manger?
Ça durait pendant toute la saison, puis ils repartaient. Mais pas sans nous avoir laissé en guise de souvenir des bouteilles vides, des sacs de plastique et des tas de cochonneries que nous n'avions jamais vus auparavant. Le rivage prit au fil du temps un aspect peu ragoûtant. Bouteilles et bidons en plastique, vieux flotteurs, boîtes de conserve aux bords tranchants et des choses inconnues et molles, spongieuses, gluantes, informes. Dans l'eau, ce n'était pas mieux. Les objets s'y recouvraient de mousse et se transformaient en autant de pièges sournois. Le pire, c'était ces enchevêtrements de fils à pêche qu'on retrouvait un peu partout dans l'eau et dans lesquels se prenaient les écrevisses et certains poissons. Ce fil n'avait aucune odeur et il était quasi invisible. S'y laisser prendre, c'était la mort assurée. Manger était devenu hasardeux. Ce que j'avalais en fouillant la vase avait parfois un drôle de goût, une drôle de consistance, des lamelles mollasses et cartonneuses qui pesaient sur l'estomac ou des bâtonnets pointus qui pouvaient à tout moment vous perforer les intestins. Ou pire encore, des œufs bien blancs et alléchants d'une espèce tout à fait inconnue. Ils étaient d'une grande légèreté, mais impossibles à digérer. Ces faux œufs s'accumulaient dans les intestins et finissaient par étouffer ceux qui avaient eu le malheur de les avaler. Le lac était devenu malsain. Puis les choses ont commencé à s'emballer. Les bateaux se sont encore multipliés, ils se sont mis à grossir, et pas seulement ça. Fini les voiles ou les rames dont le clapotis nous avertissait de l'approche des pêcheurs. Ces bateaux-là faisaient un tintamarre de tous les diables, et ils fendaient l'eau avec une telle vitesse que, à peine avait-on perçu la vibration causée par leur hélice, ils étaient déjà là au-dessus de nous. Et l'ombre qu'ils projetaient sur le fond du lac aurait pu faire croire à une arrivée prématurée de la nuit. Les propriétaires de ces embarcations ne se contentaient pas de pêcher à tort et à travers et de rejeter les cadavres sanglants de leurs victimes. Ils faisaient la course, une course folle, et ils labouraient la surface du lac comme s'ils avaient voulu lui arracher la peau. Et comme pour mieux exacerber les blessures qu'ils se plaçaient à y tracer, telles des marques de leur puissance, ils pissaient à chaque passage des jets de liquide graisseux et noirâtre qui rendaient l'eau huileuse et puante. Sur les bords du lac, il en allait de même. Les maisonnettes des pêcheurs paraissaient de plus en plus minuscules au milieu des grandes maisons qui y poussaient comme d'énormes champignons. Des villas clinquantes, hérissées de drôles d'antennes et entourées d'une herbe d'un vert cru et violent, comme on n'en avait jamais vu dans les jardinets d'autrefois où ne poussaient que des haricots, des choux ou des navets. Ces villas avaient d'abord occupé les collines environnantes, puis elles avaient progressivement remplacé les cahutes des pêcheurs au fur et à mesure que les anciens habitants mouraient ou que le feu qui se déclarait parfois au beau milieu de la nuit les faisait disparaître dans un panache de fumée avant même le lever du jour. Mourir ou partir. C'était à présent la seule alternative pour ces gens qui ne pouvaient plus pêcher selon leur tradition. Oui, bien sûr, ils avaient été nos ennemis séculaires, mais au moins ils prenaient le temps de vivre et ne pêchaient que ce dont ils avaient besoin pour se nourrir. Comme nous l'avons toujours fait nous-mêmes, c'était de bonne guerre. Et le rivage n'était plus reconnaissable. Afin de ne pas se mouiller les pieds avant de monter dans leur bateau rugissant, les habitants des villas avaient excavé le bord du lac et remplacé le sable et les rochers par des jetées de béton hérissés de bornes métalliques auxquelles ils amarraient leurs monstres motorisés. Le lac était maintenant partiellement cerclé d'un mur gris, dont les bases s'enfonçaient sous la roche et le sable. Nous étions coupés de la terre. Et comme pour bien marquer la séparation de leur monde et du nôtre, ils avaient répandu sur la surface de l'eau des huiles et des liquides malodorants qui la recouvraient d'une pellicule irisée et isolante. Ces écoulements provenaient bien souvent des bateaux eux-mêmes, attachés à leurs pontons, esclaves dociles, suintant par les flancs comme de grosses bêtes purulentes. Nous étions aussi coupés du ciel. Les murs enserrant le lac n'étaient pourtant pas complètement hermétiques. Ils comportaient des trous. Ceux-ci se trouvaient presque toujours au niveau de la surface de l'eau. Mais il ne s'agissait pas de trous pour sortir, ce n'était que des trous pour entrer. De la visite? D'autres poissons? De l'eau fraîche venue de la montagne? Non, pas de l'eau, des liquides, oui, mais ni frais,
ni venus des hauteurs. À intervalles réguliers, ces bouches édentées se contentaient de régurgiter leur livraison d'ordures. Liquide épais et nauséabond, pâteux, visqueux, grumeleux, y flottaient des débris de toutes sortes, petits bâtons aux extrémités enrobés de coton, bouts de verre, de métal ou de plastique, paille, épluchures, os, arêtes, oui, même des arêtes. D'autres, origines incertaines, déchiquetés, effilochés, acides, amers, putréfiés ou savonneux. Les plus hardis d'entre nous tombaient malades rien qu'à les renifler de trop près. Et quand le flux était plus fort à certaines heures de la journée, l'eau du lac se recouvrait dans cette zone d'une écume verdâtre ou jaune urine dont le vent faisait parfois volter des flocons au-dessus du lac. Mais tout cela n'était rien encore. Les villas ne suffisaient pas à accueillir l'afflux de visiteurs attirés par la nouvelle renommée du lac. Son cadre pittoresque, son air pur, sa faune sauvage, le paradis des gens de goût. Les plus petites d'entre ces opulentes demeures ont subi le sort qu'elles avaient elles-mêmes réservé aux maisonnettes des pêcheurs d'autrefois. Elles ont dû céder leur place à des édifices de 10, 15 ou 20 étages. Des hôtels luxueux avec piscine, marina privée, terrain de golf, bateaux à fond transparent pour exhiber ce qu'ils appelaient, quelle lamentable ironie, les trésors du monde aquatique. Pauvre trésor, pauvre monde aquatique. Il ne restait en fait d'eau qu'un liquide trouble et huileux, sillonné par des bateaux de plus en plus puissants, rejetant de plus en plus de déchets, tuant plus de poissons et d'autres espèces vivantes, tant animales que végétales, que des siècles de pêche artisanale n'avaient pu le faire. Et les trous dans les murs, ces trous qui drainaient tous les immondices du village, avaient été multipliés, élargis, consolidés. Ce n'étaient plus des bouches édentées, mais des gueules béantes, vomissant leurs humeurs noirâtres. Les espèces dont la préférence allait aux eaux limpides, celles qui étaient sensibles à la pureté de leur environnement, qui s'enrhumaient au moindre courant d'eau froide ou qui n'aimaient que les choses délicates, se sont très vite étiolées. Les insectes aquatiques, les minuscules crustacés ou les alevins dont elles se nourrissaient se faisaient de plus en plus rares et elles ne parvenaient plus à s'alimenter correctement. Les poisons qu'elles absorbaient sans s'en rendre compte en faisaient des créatures pitoyables. Leurs écailles se ternissaient, leurs nageoires s'effilochaient, leurs yeux devenaient vitreux et leur bouche se recouvrait de plaques suppurantes qui les démangeaient terriblement. On assistait aussi à des scènes épouvantables de jeunes poissons qui s'aventuraient à l'intérieur de bouteilles ou de sacs de plastique, se rendaient compte qu'ils ne savaient pas reculer et ils mouraient là, coincés, exposés comme dans une vitrine. Je voyais leurs yeux affolés, virer au gris, puis peu à peu s'éteindre après des heures d'étouffement. La mort dans l'âme, impuissant à les aider, nous n'étions que les tristes spectateurs de leur lente agonie. Plus inquiétant encore, la lumière, elle aussi, nous abandonnait. Les couleurs du lac, si chatoyantes auparavant, s'étaient fondues en une sorte de mélange vert sombre. Les algues et les mousses d'autrefois vert vif, jaune, grenat, pourpre, avaient été supplantées par une espèce nouvelle, spongieuse et envahissante. On aurait dit que des couches de poussière molle et glauque se déposaient sur tout ce qui avait été vivant. La vase, les galets, les troncs immergés, tout, jusqu'aux objets les plus récents, disparaissait sous cette gangue épaisse et visqueuse. Le pire, c'est que même les rayons du soleil n'atteignaient plus le fond. Les particules en suspension formaient un nuage trouble flottant entre deux eaux. L'opacité était encore accrue et certains endroits par une pellicule formée d'algues microscopiques qui s'étaient développées à une vitesse affolante, comme en d'autres temps les lentilles d'eau. Nous avions l'impression d'errer sans but dans une nuit perpétuelle. Et puis, un jour nous nous sommes aperçus que nous n'étions plus seuls. Poissons de diverses espèces, mollusques, crustacés, vers, batraciens, nous nous connaissions tous depuis toujours, tout au moins à l'échelle de notre mémoire. Les uns mangeaient les autres, les uns se cachaient des autres pour ne pas se faire manger, les uns coopéraient avec les autres pour en manger un troisième, c'était la vie. Néanmoins, l'équilibre millénaire du lac se maintenait. Mais à présent, apparaissaient de nouvelles figures. Poissons, gastéropodes, que sais-je? Je ne les avais jamais vus. D'où venaient-ils? S'étaient-ils frayés un chemin par les égouts? Ou bien les gens des bateaux les avaient-ils jetés dans le lac? Volontairement? Et pour quelle raison? Ces inconnus, peut-être originaires de d'autres lacs,
mouraient et disparaissaient souvent très vite dans le nôtre. Mais certains, plus forts, plus résistants, plus sournois peut-être, s'adaptaient rapidement, croissaient et se multipliaient. Les moins bien armés des anciens occupants cédaient devant l'envahisseur. Bientôt, on n'y revoyait plus. Les nouveaux en étaient réduits à se dévorer entre eux avec une fureur accrue. Dans l'eau de plus en plus glauque, de plus en plus opaque, de plus en plus sale. La guerre était totale. C'est en essayant d'échapper à un groupe de ces intrus pourvus de dents comme des sabres et d'un appétit féroce que je me suis rendu compte pour la première fois que le niveau du lac avait baissé. Mes congénères sont experts dans l'art de la dissimulation immobile sur le fond vaseux. Les carpes échappent assez facilement au regard et elles résistent mieux que les autres poissons aux conditions difficiles, aux eaux malades et aux produits toxiques. Pour ne pas me faire gober comme du menu fretin, j'avais donc résolu de semer mes poursuivants en m'enfonçant dans les eaux plus épaisses et plus boueuses du bord du lac, là où se déversaient les égouts. Ce n'était pas très agréable, mais c'était de ma survie qu'il s'agissait. Dans ce bourbier, les autres perdaient certainement ma piste. J'y étais parvenu de justesse et m'étais fondu dans le limon. Les prédateurs trompés étaient repartis en quête de d'autres proies. Je suis resté longtemps sans bouger avant de me risquer hors de mon refuge. J'avais l'obscur sentiment que quelque chose avait changé. J'ai nagé avec prudence jusqu'au mur gris qui enserre le lac, puis je suis remonté à la surface. Les gros tuyaux qui déversaient l'ordure du village dans l'eau étaient toujours là, oui, mais ils avaient changé de place. Ils se trouvaient bien au-dessus du niveau de l'eau, ou plutôt c'était le niveau de l'eau qui avait baissé. Je n'imaginais pas comment le lac avait pu rétrécir ainsi alors qu'on y déversait chaque jour d'aussi énormes quantités d'eau usée. Au contraire, il aurait dû déborder. J'ai fini par comprendre, je crois, à force de rôder le long du rivage, à la recherche d'eau plus accueillante, car le fond du lac s'était transformé en une véritable poubelle. Je me suis retrouvée un jour près de l'embouchure de la petite rivière qui, descendant de la montagne du Nord, alimentait depuis toujours le lac en eau vive. Cet apport vital compensait les pertes dues à l'évaporation. Le trop-plein, quand il y en avait, s'écoulait de l'autre côté en direction de la vallée. J'étais rarement venue dans cet endroit car l'eau trop claire m'y semblait dangereuse. C'était justement le terrain de chasse d'élection des plus gros prédateurs. L'endroit ne m'était donc pas tout à fait étranger. Pourtant, j'avais failli ne pas le reconnaître. Où était passée la rivière? Je ne voyais plus là à présent qu'un maigre ruisseau aux eaux boueuses et fétides qui se frayait un pénible chemin à travers des rocailles envahies de débris de toutes sortes. Que s'était-il passé? Montagne, niveau de l'eau. Pour le savoir, sortir la tête hors de l'eau n'aurait pas été suffisant. Il aurait fallu pouvoir jaillir bien au-dessus de la surface, s'envoler rejoindre les balbuzards et les martins pêcheurs. Alors seulement j'aurais pu constater l'ampleur des dégâts. Alors seulement j'aurais pu survoler les vastes jardins d'un vert éclatant, les arbres d'un nouveau genre qui les ombrageaient avec un goût exquis, les piscines turquoises, les vastes bassins, les jets d'eau et les cascades artificielles, les terrains de golf. Alors seulement j'aurais pu admirer ces beautés inventées qui avaient remplacé les buissons d'épineux, les arbrisseaux rabougris, les herbes sauvages et les chardons qui recouvraient autrefois la région. Une transformation magnifique, oui, mais qui avait son prix. Un prix en eau, un prix exorbitant. Golf, piscine et jardin ne pouvaient se maintenir sans d'énormes quantités d'eau. La pluie, rare par ici, n'aurait jamais suffi. Les hommes d'affaires avaient trouvé la solution. Cette rivière qui se jetait inutilement dans le lac pouvait enfin leur servir à quelque chose. Ils en avaient détourné le cours pour irriguer leurs installations. Le lac, lui, n'avait plus qu'à se contenter des maigres pluies d'automne. L'eau descendait toujours des montagnes, mais elle ne parvenait plus jusqu'à nous. Tout un système de barrages, de pompes, de canalisations et de détournements redirigeait l'eau de la rivière vers de grands réservoirs qui alimentaient à leur tour un réseau d'irrigation dont profitaient jardins et terrains de golf. Les hôtels, les piscines, les spas et les jacuzzis avalaient le reste. N'échouaient finalement dans le lac que quelques filets d'eau souillée, mousseuses et puantes, qui nous apportaient les déchets et les déjections des riverains. Ce maigre apport ne suffisait plus à contrebalancer l'évaporation.
Le lac se réduisait comme une peau de chagrin. On aurait pu dire qu'il maigrissait. Pourtant, paradoxalement, jamais il n'avait été aussi gras. Un vilain gras, bien sûr, une graisse nauséabonde faite d'huile solaire, d'huile de friture, d'huile de vidange, d'huile industrielle lourde, de lubrifiants, de solvants, de détergents, de décapants. Le lac s'était transformé en l'organe souffrant qui concentrait toutes les humeurs, toutes les toxines, tous les poissons évacués du corps affreusement obèse et malsain qui était devenu le village et ses environs. Le lac n'était plus que ça, une maladie mortelle. Et puis les choses se sont accélérées. Les hommes en voulaient toujours plus d'hôtels, toujours plus de piscines, toujours plus de golf, toujours plus de jets d'eau magnifiques qui jaillissaient sous le ciel bleu comme d'immenses fleurs d'argent. Dans notre égout à ciel ouvert, en revanche, nous n'avions droit qu'au nitrate, au sulfate, au phosphate, pas la fine fleur. Toutes les espèces d'eau avaient disparu, emportées par les produits toxiques, étouffées par les microparticules. Quelques insectes survivaient peut-être, les rampants, les enfouis, les vicieux, ceux qui attendaient un autre cataclysme. Algues vertes, joncs, herbes, aquatiques et nénuphars n'étaient plus qu'un lointain souvenir. La flore se réduisait à des tapis spongieux de mousse vénéneuse, d'algues bleues et d'espèces envahissantes ou mutantes. Faute de poissons, la pêche sportive était tombée à l'eau, sans rire. Les bateaux demeuraient à quai tout au long de l'année. Ils finissaient par se décolorer et par rouiller, par tomber en ruine, grignotés autant par les rats que par les récupérateurs de métaux et d'instruments. L'eau a continué de baisser, c'était inévitable. Le fond du lac, ou ce qu'il en restait en tout cas, était recouvert d'une croûte qui concentrait tous les poissons qui y avaient été déversés. Plus rien ne pouvait y pousser. Les tuyaux des égouts, bien loin à présent du rivage, se déversaient sur une large zone mi-boueuse, mi-craquelée, qui autrefois était la plage. Les abords du lac puaient autant que ses eaux. On aurait cru que l'invasion nocive et pestilentielle avait inversé sa marche. Après avoir conquis le lac, la toxicité en débordait maintenant comme une bête rampante et tentaculaire, sortant des abysses pour retrouver ses géniteurs et leur faire payer le prix des erreurs. Nous, les carpes, étions les dernières espèces locales. Mais dans quel état? Nous avions beau être résistantes, nous n'étions pas belles à voir. Si le lac était devenu le foie malade de la région, nous n'étions plus nous-mêmes que les reins agonisants du lac. L'ancien rivage était tout aussi rebutant. Il n'était plus question d'y mettre les pieds, même avec des bottes. Sur la rive la plus pauvre, à l'opposé des grands hôtels, là où tentaient de survivre encore quelques familles d'autrefois, on voyait parfois des enfants, en loques, s'avancer jusqu'au bord à la recherche de coquillages. Ils marchaient en chancelant sur leurs jambes nues et décharnées. Même si l'eau ne leur arrivait qu'à la cheville, ils ne pouvaient probablement plus voir leurs orteils crasseux. Leur regard était triste et fuyant. Leurs yeux étaient chassieux, leur visage dévasté. Ils savaient que la pêche serait vaine. Leur peau était boursouflée, couverte de boutons, de taches de verrues et de rougeurs malsaines. Leur aspect était aussi lamentable que le nôtre. Finalement, ils nous ressemblaient. De temps à autre, on apercevait près des cabanes une maigre procession de dos voûtés, s'éloignant à la suite d'une carriole brinque-ballante. Sur la carriole, une petite boîte en bois avec une croix posée dessus. Il n'y avait même plus de fleurs pour la décorer. Ce n'était certes pas un spectacle très attirant. Les hôtels, pour séduire leurs clients, devaient rivaliser d'imagination pour embellir ce qu'ils appelaient encore leur paradis. En fait, ils ne faisaient qu'accélérer leur suicide en agrandissant leurs piscines, leurs installations sanitaires et leurs terrains de golf. Et le lac baissait d'autant et de plus en plus vite. En voulant retarder leur ruine, ils la précipitaient avec une sorte de frénésie. Le naufrage était pourtant imminent, il était là, se déroulant sur leurs yeux. L'eau, en se retirant, avait laissé sur le flanc les plus gros bateaux. Ils gisaient à présent comme d'énormes bêtes échouées que le soleil brûlait et desséchait sans répit. Avec le temps, ils se sont succédés, des plus grands aux plus petits. Les épaves parsemaient la grande flaque de boue qu'entouraient au loin les hôtels qui, à leur tour, tombaient en ruine sous le ciel d'un bleu vif qui n'avait jamais été aussi pur. Même les vautours avaient abandonné le cimetière.
Un cimetière dans une carte postale. Et voilà, nous y sommes. À mon tour, me voici, couché sur le flanc dans cette flaque noirâtre qui s'est réduite à ma propre taille. Je ne peux même plus remuer la queue. Mes écailles se détachent, mes yeux sont aveugles, ma bouche n'aspire plus que de l'air horriblement sec qui me brûle les poumons. Je suis seule, la dernière. Le lac est définitivement mort et les rives du lac et le pays aux alentours du lac. Jardin calciné, hôtel dont les façades s'effritent lentement, carcasses de bateaux, de voitures, de frigos, de pompes, de réservoirs vides, pas même un rat, pas même une mouche. Je suis la dernière et je meurs. Et avec moi, meurt le reste du monde.